Ok, très bien, dans cette série de vidéos offerte dans le cadre de Brainology et particulièrement de la Neuro Brain Week, on va voir ce qu'est vraiment la neuroplasticité avec deux vidéos. Cette première vidéo dans laquelle je vais vous expliquer comment globalement fonctionne la neuroplasticité et ensuite vous aurez un atelier complet sur comment stimuler la neuroplasticité dans votre vie. D'accord ? Mais dans un premier temps, j'aimerais qu'on voit ensemble pourquoi c'est important d'expliquer la neuroplasticité et notamment de comprendre cette neuroplasticité. Parce que plus on va comprendre la neuroplasticité et plus on va pouvoir découvrir son pouvoir et, comme vous le savez, on va pouvoir l'utiliser. Il y a beaucoup de personnes et notamment beaucoup d'élèves qui pensent que l'intelligence, c'est une donnée qui est fixée à la naissance et qu'elle s'acquiert et qu'elle se développe tout au long de notre vie. Et vous allez voir que les personnes les plus en difficulté ont tendance à croire que la quantité d'intelligence, elle est fixée à la naissance. Ça veut dire qu'on naîtrait avec une forme d'intelligence, ou alors qu'on serait bête, ok, et que rien ne peut changer à ça. Maintenant, cette croyance, c'est un non-sens scientifique. Vous devez savoir ça. La vérité, c'est que plus le cerveau il est stimulé de manière différente, plus il se développe. Ça veut dire que la conséquence de ça, c'est que beaucoup de personnes se brident eux-mêmes alors que l'intelligence, elle se développe. Alors que l'intelligence, elle se travaille et dans plein de domaines possibles. La neuroplasticité, ça signifie qu'à chaque instant de votre vie, le cerveau change et va se reconfigurer. Une grande dame qui s'appelle Carol Dweck, qui est psychologue américaine et puis qui est auteure aussi d'un livre qui s'appelle « Une nouvelle psychologie de la réussite », elle a fait une découverte très intéressante. Un enfant à qui a pour croyance que son intelligence est fixée et statique dès la naissance croit que le succès n'est qu'une question de quantité d'intelligence qu'il a reçue, ou pas. Et que s'il échoue, c'est que, entre guillemets, sa quantité d'intelligence n'est pas suffisante. Et la plupart du temps, ces enfants détestent les défis. Ils sont même découragés de réfléchir parce qu'ils ont peur de l'échec. En revanche, un enfant qui croit que son intelligence peut se développer par un entraînement mental et s'améliorer à travers des efforts, eh bien, son travail obtient de meilleurs résultats. Et c'est ce que Carol Dweck appelle la mentalité de croissance ou l'état d'esprit en développement. Je vais vous expliquer maintenant la neuroplasticité. En fait, comprenez que les neurones qui s'activent ensemble finissent par se connecter à la suite des apprentissages. Mais ce sont les actions répétées qui vont renforcer leur connexion. Steve Mason, qui est un neuroscientifique spécialisé en neuroéducation, il explique que le cerveau, c'est comme une espèce de forêt. Si on marche plusieurs fois dans un même sentier, sur un même chemin, eh bien ce chemin va progressivement se créer et ouvrir une voie. D'accord ? Eh bien dans le cerveau, il y a la création de sentiers de communication entre les neurones. Ces sentiers, ce qu'on appelle des connexions neuronales, vont devenir de plus en plus efficaces, vont nous conduire jusqu'à l'automatisation des processus qui sont liés à certaines tâches, et donc à la résolution plus facile de certains problèmes. Bon, comme je le dis toujours, chaque fois que vous ouvrez une porte, vous ne réfléchissez pas à savoir comment ça marche. D'accord ? Donc apprendre, c'est créer des connexions entre des neurones. D'accord ? Et en fait, les choses deviennent plus faciles, et on est capable de les faire de mieux en mieux parce que le chemin, il est défriché. C'est-à-dire que les informations vont passer beaucoup plus rapidement d'un neurone à l'autre et les voies de communication sont bien meilleures. Plus on utilise le cerveau pour créer des connexions neuronales, plus on développe ces mêmes connexions. Donc, on apprend et on développe de nouvelles habitudes. C'est comme ça quand on apprend à faire du vélo, par exemple. Les gestes sont d'abord conscients, nécessitent une forte concentration. Il faut pédaler, maintenir son équilibre. Après, on va prendre de la vitesse. On va regarder droit devant. On va apprendre à freiner. Ok. Maintenant, penser à toutes ces choses en même temps, ça demande de gros efforts pour le cerveau. Et avec la pratique, il y a des connexions qui se créent entre les neurones qui sont tout le temps sollicités, les mêmes, et donc, ces neurones vont effectuer des tâches en automatique. D'accord ? Les neurones ont créé des chemins pour communiquer entre eux, et l'information circule de façon beaucoup plus efficace, beaucoup plus fluide. Mais si on ne marche pas pendant un bon bout de temps dans les sentiers qu'on a créés dans la forêt,
eh bien en fait la végétation va reprendre sa place exactement de la même façon. D'accord? C'est-à-dire que si on ne pratique pas régulièrement, bon, les anciennes connexions reprennent leur place, en clair. D'accord? Ça veut dire que les réseaux de neurones qui ne sont pas utilisés finissent par se déconnecter progressivement, voire à s'annuler entre eux. La plasticité neuronale, la neuroplasticité, ou parfois vous entendrez parler aussi de plasticité cérébrale, sont des termes qui décrivent les mécanismes par lesquels le cerveau est capable de se modifier pendant des processus de neurogénèse. Ça va de l'embryon jusqu'à toutes les formes d'apprentissage que vous avez aujourd'hui dans votre vie. Elle s'exprime par la capacité du cerveau de créer, de défaire, de réorganiser des réseaux neuronaux et de renforcer des connexions de ces mêmes systèmes neuronaux. En fait, le cerveau, il est classifié, on a appelé ça plasticité, plastique ou malléabilité. Et en fait, cette dimension de malléabilité intervient durant le développement embryonnaire, l'enfance, la vie adulte et les pathologies. D'accord? Tout ce qui va être lésions, maladies. Et je trouve que c'est complètement dingue ce que notre cerveau il est capable de faire pour s'adapter et pour se développer. Tous les jours, moi, je suis éberlué de ça. Et vous allez voir que ces mécanismes, regroupés sous la forme de neuroplasticité, sont une garantie que nos capacités continuent à changer pour le meilleur. Et vous allez voir qu'en fonction des événements que vous vivez, des actions que vous avez, des images, des émotions, des interprétations que vous faites, eh ben, vos neurones peuvent se créer, ce qu'on appelle de la neurogénèse. Ces neurones vont grossir, vont s'épaissir, multiplier leurs interfaces avec d'autres neurones, ou alors parfois ils vont s'amincir ou se rétracter s'ils ne sont pas sollicités. Okay? Ils ont aussi la faculté de s'adapter à d'autres fonctions et se réorganiser. D'accord? Donc, ça c'est une première étape que vous devez comprendre. Maintenant, on va voir la formation d'un souvenir et comment ça se renforce. Vous savez, nos souvenirs sont très riches. Il y a des images, il y a des sensations, il y a des paroles, il y a des voix, il y a des odeurs. Et pourtant, ce qui deviendra un souvenir n'est pas mémorisé d'un bloc dans notre cerveau. C'est pas comme si on avait un petit programme et qu'on le mette. Le processus de formation du souvenir va activer plusieurs régions de votre cerveau, d'accord, avant que le souvenir ne soit stocké dans l'hippocampe. C'est là que se forme la mémoire qu'on appelle autobiographique. On appelle ça aussi la mémoire épisodique. C'est la forme la plus complexe du souvenir. Et ça se fait en plusieurs étapes. La première étape, ça va être l'enregistrement des différentes facettes de ce que deviendra votre souvenir. En clair, lorsque vous vivez ce qui va devenir un souvenir, les neurones qui sont chargés de reconnaître les visages, les sons, les lettres, les odeurs, les impressions, vont s'activer dans tout ce qui est cortex visuel, cortex auditif, cortex olfactif, etc. Okay. Dans chacune de ces régions cérébrales, va se créer à ce moment-là un motif d'activité neuronale unique pour la scène vécue. D'accord? Donc par rapport à cette scène-là, je vais activer différents systèmes, mais ces différents systèmes seront uniques à cette scène-là. Des neurones vont être reliés entre eux. Et à chaque groupe de neurones va correspondre une dimension du souvenir. Okay? Qui peut être visuel, auditif. La localisation des neurones reliés entre eux va créer une composition unique. C'est-à-dire ce souvenir-là, il aura une composition, une connexion neuronale unique. C'est-à-dire qu'avant d'être le souvenir global dont nous faisons l'expérience, quand on se remémore par exemple un moment agréable, une célébration avec les visages qui étaient là, avec la musique, avec les odeurs des plats peut-être, ou les odeurs des personnes qui étaient autour, le goût des plats, eh bien le souvenir, c'est qu'un puzzle dont les éléments sont stockés à différents endroits du cerveau, mais d'une certaine façon. Ce qu'on appelle l'encodage neurologique. Et en fait, vous allez voir que ces groupes d'informations, c'est des groupes de neurones qui sont reliés entre eux, sont dans un premier temps indépendants, c'est-à-dire que le cortex ne peut pas rapidement lier ensemble ces régions séparées pour former ce qu'on appelle une mémoire, d'accord? Et moi j'avais lu les travaux du professeur John Wickstead là-dessus,
de l'Université de Californie, c'était vraiment intéressant. Donc ça va être la première étape. Je vais essayer de relier entre eux tout un système complexe. D'accord ? La deuxième étape, c'est ce qu'on appelle les aires sensorielles à l'hippocampe. D'accord ? C'est ça qui va permettre la création du souvenir dans sa globalité. En fait, l'hippocampe, c'est la région du cerveau au sein duquel s'ancre la mémoire autobiographique. Okay ? C'est là que la forme la plus globale du souvenir se dessine, englobant, en reliant tous les éléments mémorisés alors qu'ils n'étaient pas reliés. Vous savez, donc là, dans la première étape, j'ai des éléments disparses. Dans la deuxième étape, grâce à l'hippocampe, je vais tout relier dans un seul et même cohérent. C'est-à-dire que tous les signaux provenant des différents cortex vont être organisés par le cortex entorhinal, puis le souvenir, qui est maintenant riche de plein d'informations perçues par nos sens, va être gravé dans l'hippocampe. À son tour, il va former un motif neuronal unique, qui forme un pont avec tous les autres. En fait, les groupes de neurones indépendants, maintenant, sont reliés entre eux en un tout cohérent. Ce nouveau motif neuronal, englobant tous les autres correspondants au souvenir, et du coup conserve le chemin qui va nous permettre d'accéder à la mémoire et au souvenir. Donc, une fois encore, l'hippocampe, il faut le voir comme un grand système de réorganisation, d'association. D'accord ? Quand un événement, quel qu'il soit, quand un événement se produit, l'hippocampe prend une adresse de ce qui s'est passé dans les différentes régions du cerveau, de façon à pouvoir les réactiver par la suite. Il y a une troisième étape, c'est la consolidation du souvenir. Tous les événements de votre vie, on le sait tous, ils sont dans votre mémoire, mais vous n'y avez pas accès. Okay ? On le sait à travers tous les problèmes d'épisodes hypermnésiques, c'est-à-dire que tout ce que vous vivez depuis le début de votre vie est enregistré. Maintenant, ce qu'on ne sait pas, c'est comment réactiver ce type de mémoire. Mais, même si tous les éléments de votre vie, vous n'y avez pas accès en termes de mémoire, pour qu'un souvenir perdure, il faut que le réseau de neurones correspondant au souvenir soit renforcé. D'accord ? Et ça, c'est possible grâce aux propriétés des synapses. Ce sont des éléments qui vont permettre la connexion entre les neurones. Les synapses sont modifiables et se renforcent grâce au processus de ce qu'on appelle potentialisation à long terme. C'est-à-dire quand deux neurones sont actifs en même temps, lorsque le motif d'activer les neurones est activé, d'accord ? Les synapses, c'est-à-dire les connexions entre les neurones, vont se renforcer. En clair, plus tu y penses, plus tu renforces. Maintenant, ce processus de renforcement, il va très loin. Parce que les synapses peuvent rester modifiées pendant des semaines, des mois, des années. Et c'est ça qui va laisser une trace presque permanente dans les réseaux neuronaux activés. C'est la raison pour laquelle vous pouvez vivre un trauma une fois. Et il est tellement gravé, tellement engrammé, parce que quelque part vous en avez peur, donc vous y repensez, que vous avez créé un autoroute neuronale qui peut très bien ne pas se détacher pendant plusieurs années. D'accord ? Peut-être même une vie entière. Vous venez de découvrir le principe du stress post-traumatique. Donc, il va falloir qu'on fasse appel à quoi ? Au rappel de souvenir. C'est ça qui va provoquer la consolidation. Le rappel de souvenir, il est simple. Quand une composante du souvenir elle est réactivée, un mot, une image par exemple, le réseau tracé dans l'hippocampe se réactive et mobilise les régions qui ont enregistré les différentes composantes du souvenir. Et c'est ça qui montre à notre conscience. D'accord ? C'est comme ça qu'on fait revenir un souvenir. En réactivant le souvenir, le processus de renforcement des synapses est alors redéclenché et le souvenir est renforcé. D'accord ? Maintenant, on va voir la plasticité neuronale au niveau cognitif. D'accord ? Parce que c'est très important. Attention, on s'accroche. La plasticité cérébrale, elle fait référence à la capacité du système nerveux à changer sa structure et son fonctionnement au cours de sa vie, comme la réaction à la diversité de son environnement. Ça veut dire quoi ? Bien que ces termes, vous les connaissez déjà parce qu'ils ce sont déjà des termes du domaine de la psychologie et de la neuroscience, c'est pas toujours facile à comprendre et à définir. On va essayer de le faire là maintenant. En tout cas, ces termes sont utilisés pour faire référence au changement au niveau du système nerveux. D'accord ? Il va y avoir un changement en termes de molécules, de structure moléculaire, changement au niveau de l'expression génétique, changement au niveau du comportement.
Okay, la neuroplasticité, elle permet aux neurones de se régénérer autant d'un point de vue anatomique que fonctionnel et de former des nouvelles connexions synaptiques. En clair, la plasticité neuronale, elle représente la faculté du cerveau à se récupérer et à se restructurer. Et vous allez voir que ce potentiel d'adaptation du système nerveux va permettre au cerveau de récupérer après des troubles ou après des lésions. Et ça peut également réduire les effets des altérations structurelles qui sont causées par des pathologies comme la sclérose en plaques, la maladie de Parkinson, la détérioration cognitive, Alzheimer, la dyslexie, le TDAH, les insomnies chez les adultes et l'insomnie infantile qui arrive de plus en plus partout dans le monde. Il y a plusieurs équipes de neurologues et de psychologues cognitifs spécialisés dans le processus de la plasticité synaptique et la neurogénèse qui ont démontré que la batterie d'exercices cliniques pour la stimulation cérébrale va favoriser la création de nouvelles synapses. Ça va également créer de nouveaux circuits neuronaux qui sont capables de réorganiser, de récupérer la fonction de la zone qui était affaiblie, ainsi que la transmission des capacités compensatoires. Ça veut dire quoi? En clair, tu as une lésion au niveau de ton cerveau. Logiquement, la zone qui est touchée devrait être une zone de non-droit, puisque cette zone-là gérait peut-être... On sait que par exemple, la partie droite, elle gère toute la partie gauche du corps. Donc si tu as une lésion au niveau de ton cerveau ici, c'est les différentes parties du corps, selon la zone qui est touchée, qui vont être affectées. Mais ce qu'on est en train de dire, c'est que grâce à la neuroplasticité cérébrale, peut-être que cette partie-là peut être prise en charge par une autre partie, peu importe le côté, okay, à partir du moment où on va stimuler. Okay, et ça, c'est important. On s'est rendu compte que des personnes qui avaient perdu l'usage du bras, alors qu'ils continuaient à le travailler, ont commencé à ressentir des sensations. Les chercheurs, ils ont également démontré que la plasticité cérébrale s'active et se renforce après l'utilisation d'exercices spécifiques. Donc vous pouvez aujourd'hui observer la manière dont un réseau de neurones peut se développer après être soumis de manière continue à une stimulation cognitive, mais qui va être adéquate. D'accord ? Ça veut dire que les réseaux de neurones vont... plus ils sont activés, plus ils se renforcent. D'accord ? Par exemple, vous allez voir maintenant un réseau de neurones avant l'entraînement. Okay ? Regardez juste cette image, ça c'est avant l'entraînement. Maintenant, le réseau de neurones après 2 semaines de stimulation cognitive. Okay ? Puis ensuite, le réseau de neurones après 2 mois de stimulation cognitive, ce qu'on appelle la plasticité synaptique. Lors d'un nouvel apprentissage ou d'une nouvelle expérience, le cerveau va établir une nouvelle série de connexions neuronales. Et en fait, ces voies ou ces circuits de neurones sont construits comme des routes pour l'intercommunication des neurones. Et en fait, ces routes sont créées dans le cerveau à partir de l'apprentissage et de la pratique. C'est comme cette voie dans la forêt ou dans la montagne, faite par un troupeau et son berger, c'est pareil. Plus on marche, plus ça trace. Et en fait, les neurones communiquent entre elles via des connexions qu'on appelle des synapses, qui peuvent se régénérer à l'infini. Ça veut dire qu'après l'acquisition de nouvelles connaissances, grâce à la pratique, la communication ou les transmissions synaptiques entre les neurones vont être renforcées. Les neurones qui sont impliqués entre eux, naturellement. D'accord ? Une meilleure communication entre les neurones va faciliter le déplacement des signaux électriques pendant le parcours. Par exemple, quand on tente de reconnaître un oiseau, il y a plein de nouvelles connexions qui s'établissent entre certains neurones. Okay ? Par exemple, les neurones du cortex visuel vont déterminer sa couleur, celles du cortex auditif vont prêter attention à son chant, et puis les autres parties ou noms de l'oiseau. Pour connaître l'oiseau et ses attributs, la couleur, le chant, ainsi que le nom, tout ça va être évoqué de manière répétitive. D'accord ? En revisitant le circuit neuronal et en rétablissant la transmission neuronale entre les neurones impliqués, chaque nouvel essai va améliorer l'efficacité et la transmission synaptique. En clair, la communication entre les neurones correspondantes est améliorée, la cognition va être de plus en plus rapide. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que la plasticité synaptique, c'est sans doute le pilier le plus important de la malléabilité du cerveau. Maintenant, j'ai un petit mot sur la neurogénèse. Pourquoi ? Parce que si on considère que la plasticité synaptique s'obtient grâce à l'amélioration de la communication au niveau des synapses entre les neurones existantes, la neurogénèse va faire référence à la naissance et à la prolifération de nouveaux neurones dans le cerveau. Pendant très longtemps, l'idée de la régénération de neurones dans le cerveau adulte
a été considéré comme pratiquement une folie. Les scientifiques pensaient simplement que les neurones mouraient et n'étaient pas remplacés par d'autres neurones. Depuis 1944, mais surtout en vrai depuis ces 10-15 dernières années, l'existence de la neurogénèse a été prouvée scientifiquement et désormais, on sait qu'elle se produit lorsque les cellules souches, c'est un spécial de cellules qui se trouve dans l'hippocampe, et fort probablement dans le cortex préfrontal, ça se divise sous forme de deux cellules, une cellule souche et une cellule qui va se convertir en un neurone totalement équipé avec des axones, avec des dendrites. Et vous allez voir que par la suite, ces nouveaux neurones migrent vers différentes zones du cerveau, même s'ils sont loin des autres, ils sont espacés, ou ils sont nécessaires, mais en tout cas, ça va permettre, comme ça, au cerveau de conserver sa capacité neuronale. D'accord ? Donc c'est extrêmement important ce que je suis en train de vous dire, parce que ça veut dire que tous les jours, en mettant en place de la neurogénèse, en mettant en place de nouveaux apprentissages, eh ben nous fabriquons des nouveaux neurones. D'accord ? Et comprenez que le déclin neurobiologique qui accompagne le vieillissement, et qui explique parfois pourquoi certaines personnes âgées obtiennent des résultats moins bons que les jeunes à des tests sur les rendements neurocognitifs. Ok ? On appelle ça le déclin cognitif. Maintenant, je voudrais vous dire une chose par rapport à ça. Toutes les personnes âgées ne présentent pas toutes un rendement plus faible. Certaines d'entre elles font aussi bien que les jeunes, voire mieux. Et cette différence inespérée du rendement d'un sous-groupe d'individus du même âge a été scientifiquement étudiée. Et là, ça devient vraiment intéressant. Il a alors été découvert que lorsqu'elles traitent une nouvelle information, ces personnes âgées super puissantes avaient un plus grand rendement parce qu'elles utilisent les mêmes zones du cerveau que les jeunes, mais elles utilisent également d'autres zones du cerveau que les jeunes et le reste des autres personnes âgées n'utilisaient pas. En fait, les chercheurs ont fait des études sur cette surexploitation des zones du cerveau des personnes âgées et sont arrivés à la conclusion que l'utilisation de nouveaux recours cognitifs reflète une stratégie de compensation. En clair, en présence de déficits liés à l'âge et de la diminution de la plasticité synaptique qui survient lors du vieillissement, eh bien le cerveau, une fois de plus, met en avant sa plasticité pour réorganiser ses réseaux neurocognitifs. En tout cas, les études démontrent que le cerveau en arrive à cette solution fonctionnelle à travers l'activation d'autres voies nerveuses qui vont permettre aussi d'activer plus souvent les zones dans les autres hémisphères. D'accord ? On sait également que, et ça c'est très important, je finirai là-dessus, on sait que la neuroplasticité est liée au fait que vous agissiez. Pas simplement que vous réfléchissiez, mais plus tu agis, plus tu renforces, et plus tu vas associer ce changement à cette transformation. On sait également aussi que un des facteurs favorisant la neuroplasticité, c'est naturellement l'environnement. Par exemple, il y a eu des tests qui ont été faits sur les animaux, notamment sur des animaux qui étaient enceintes, qui étaient pleines, okay, qui étaient dans un environnement hyper favorable. On a découvert derrière que le cerveau des nouveau-nés, le cortex préfrontal, était extrêmement développé. Il y avait une très grosse neurogénèse à l'intérieur. En revanche, dans un groupe de femelles pleines qui avaient été stressées par une lumière forte, les enfants qui naissaient derrière avaient une neurogénèse beaucoup moindre. D'où l'intérêt de prendre vraiment soin des personnes qui sont des femmes enceintes. D'accord ? Ce que je veux dire par là, c'est qu'on oublie trop souvent le facteur environnemental. Il n'y a pas simplement ce que tu vas fabriquer à l'intérieur, il y a où tu le vis. Par exemple, si vous avez suivi mon programme sur le super learning, apprendre facile, il y a un moment donné, je vous dis, quand vous apprenez quelque chose et que vous devez l'apprendre plusieurs fois, ne l'apprenez pas dans le même endroit. Apprends-la dans ton bureau, apprends-la dans le salon avec les petits frères qui parlent, qui pleurent, dans un café, dans un bar, dehors, à l'extérieur. Ok ? Si tu l'apprends chez toi, tu vas construire, tu vas faire tu vas créer des connexions neuronales. Mais si tu arrives à restituer ce savoir partout, tu fabriqueras de la neuroplasticité. Donc l'environnement, il est très important. D'accord ? Bon, je vous en dis pas plus. Réécoutez cette vidéo si vous en avez besoin, parce que c'est important. Je vous rappelle que la prochaine vidéo traitera de l'atelier pratique. Donc, un tas de choses à faire, pratico-pratique, pour renforcer sa neurogénèse et la neuroplasticité.
Autre chose également, je vous rappelle que c'est une semaine importante, parce que c'est cette semaine que vous avez seulement accès à Brainology, le programme de développement personnel autour des neurosciences, de la psychologie positive, le plus abouti, le plus avancé. Je sais pas, il y a plus de 150 vidéos, il y a des audios, enfin un contenu énorme, plusieurs mois d'accompagnement, de formation. Je l'ai pensé comme un coaching avec des actions très concrètes à poser et à faire. En tout cas, si vraiment vous voulez apprendre à découvrir votre cerveau, avoir un cerveau en pleine santé, savoir gérer vos émotions, savoir être efficace dans la vie, avoir des stratégies de réussite, d'organiser, de structurer le bonheur, d'avoir de très très bonnes relations et de préparer l'avenir de votre cerveau, c'est ici et maintenant. Avec une nouveauté, deux nouveautés. Il y aura un très gros blog sur la neuroplasticité cette année, ok, grosse formation là-dessus, et puis sur comment hacker son cerveau. Hacker son cerveau, c'est comprendre le cerveau au point de pouvoir le modifier à notre convenance. Bon, enfin bref, tout un programme, Brainology. Vous savez, vous avez tout le lien est en dessous.